mesdemoiselles, messieurs, au Vidéorandia du samedi soir. Comme à l'habitude, tout près du Mont Saint-Hilaire, sur la rive sud de Montréal, au Québec, Canada, des champs où la neige a fondu sont envahis par les oies canadiennes, les outardes. Nous étions samedi le 19 mars 2022 pour le Vidéorandia numéro 12. Geneviève qui filme à l'horizon les champs de blé d'Inde, de maïs, envahis par ces outardes. Conception animation, Richard Glenn. Nos invités, Jean-François Poisson, Sophie Charret, René Devailly, Maëve et des agents de la SQ. Sur le thème « De l'émission à l'initiation ». Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant. Premier commentaire épinglé en haut de tous les commentaires ici sous le YouTube. Musique que l'on entend présentement, Daniel Morancy. À la supervision technique Emmanuel, Stéphane et Donald. Recherchiste Louis Ferland. À la régie, Spirale. La conception du site du Club créé, François Deschamps, webmaître. Et on voit à l'horizon la ville de Montréal qui entoure le Mont-Royal. Bien oui, nous sommes à la même place qu'il y a exactement 6 mois pour ce qu'on appelle l'équinoxe de printemps. Nous étions ici à l'équinoxe d'automne dernier, donc en septembre, et maintenant en milieu du mois de mars, c'est 12 heures par jour et 12 heures par nuit. Exactement la planète et ce sont l'écliptique droite face au soleil. Je vous invite à regarder le Vidéorandia de l'équinoxe d'automne qui s'appelait un scénario pour le grand départ. Oui, c'était le Vidéorandia numéro 37 de 2021. Et à la fin de l'émission, je vous rappellerai qu'il y a aussi 2 autres très bons vidéos sur la même thématique aujourd'hui. Encore, on revient sur l'ordre du Temple solaire, temple qui signifie évidemment le temple de Jérusalem, les Templiers. Et je vous dis que même si il y a des gens qui me répètent « Écoute, c'est des archives, c'est des vieilles émissions », je regrette, le message est actuel, est toujours d'actualité. Et il est peut-être plus facile d'exprimer des sujets qu'autrefois, on avait la liberté d'exprimer. Aujourd'hui, il faut faire bien attention de la façon dont on dit les choses. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire de précision. Pour les médias, c'est pas facile, la novlangue. Alors, regardez ces documents d'archives et vous découvrirez des informations. Je vous rappelle que Bernard de Montréal, il y a peu de temps, je l'ai fait voir à l'émission, a fait une déclaration qui s'adresse à notre époque. On le réécoute, pourquoi pas? Allez, Bernard. Je dis les hommes, je parle des gens qui sont un peu plus avisés, que nous sommes dans une période où il y a un combat pour la planète Terre. Et ce combat est au niveau de l'esprit humain. Et c'est un combat à mort, c'est un combat à la finale, c'est un combat pour la libération de l'homme ou la subjugation totale de l'homme. Il y aura des forces qui prendront contrôle, il y aura des forces qui ne pourront pas prendre contrôle, et ces gens-là, sur lesquels ils ne pourront pas prendre contrôle, se forceront dans une direction, ils s'isoleront d'une façon totale. En peu de mots, il vient de nous dire l'essentiel, ce Bernard de Montréal. Aujourd'hui, on commence au centre Partenay, à Montréal, le centre de la sécurité du Québec, la SQ. Il nous faisait une conférence pour les journalistes sur leurs enquêtes sur l'ordre du Temple solaire, ce qui va mettre la table, comme diraient nos amis la semaine dernière. Ensuite, je vais rencontrer un écrivain qui a donné des informations dans un livre sur le drame de l'ordre du Temple solaire, en compagnie d'une Française, Maëve. Et on retrouve nos 2 amis de la semaine dernière, Jean-François et Sophie, créateurs de la série 6 épisodes d'1 heure sur l'ordre du Temple solaire.
Alors, vous allez voir la suite et la fin de cet entretien qu'il m'avait accordé la semaine dernière. Alors maintenant, bonne écoute, attentive. Vous allez entendre et comprendre des choses qui ne sont pas dites, mais qui apportent beaucoup d'informations pour comprendre ce qui se joue dans notre société actuellement. Plus ça change, plus c'est pareil. Spécifiquement sur ce qui s'est passé au Québec. On n'est pas porte-parole pour ce qui s'est passé en Europe. Évidemment, on a une bonne idée. M. Thériault va sûrement y toucher un peu. Mais vous allez comprendre que les questions qui touchent ce qui s'est passé là-bas, bien que ce soit directement relié, on ne pourra pas y répondre. Alors, Mme Rousseau. Sur la rue Belle-Île, ils m'ont aussi informé que l'incendie avait fait 2 victimes. Ils m'ont alors demandé de les accompagner sur les lieux dans le but d'examiner la scène d'incendie afin d'en déterminer l'origine ainsi que là où les causes les plus probables de l'incendie. Je me suis donc déplacée sur les lieux et nous avons examiné attentivement le bâtiment. Sur la photo, on voit bien que le bâtiment, il est très grand et il est divisé en 4 unités de condos. À l'extrême gauche, vous avez le condo qui correspond à l'adresse civique 199. Nous l'avons sur la carte identifié comme étant un condo qui appartient à Dominique Bellaton. La partie centrale du bâtiment est divisée en 2 unités de condos. La première, celle la plus à gauche, a une adresse civique qui correspond à 199A et appartient à Joseph Dimembro. L'autre section de cette unité centrale, donc la plus à droite, elle correspond à l'adresse civique du 197A et appartient à Luc Jouret. Le bâtiment le plus à droite a une adresse civique qui correspond au 197 et appartient à Camille Pilet. Nous avons examiné chacune des unités de condo. Dans la première section, donc celle qui appartient à Dominique Bellaton, ainsi que celle qui appartient à Camille Pilet, n'a pas démontré de traces de carbonisation laissées par l'incendie. On n'a pas trouvé non plus à l'intérieur des montages de mise à feu ou des dispositifs de mise à feu. Nous avons examiné plus attentivement le bâtiment central qui lui aussi a un rez-de-chaussée et un étage et les dommages causés par l'incendie sont concentrés au niveau de l'étage. À cet endroit-là, remarquez sur la photo, il n'y a plus de toit. Il n'y a plus de plafond, certaines sections de murs sont effondrées. Malgré cette destruction importante, on a fait un examen minutieux des lieux et les résultats se sont avérés fructueux, puisqu'on a retrouvé un montage de mise à feu ainsi que 3 dispositifs de mise à feu. Nous avons ensuite examiné le rez-de-chaussée qui est au niveau du sol. Il est peu endommagé par l'incendie. Cependant, nous avons retrouvé un montage de mise à feu ainsi que 3 dispositifs de mise à feu dans chacune des sections de condos, c'est-à-dire au niveau des 2 condos de la partie centrale. Nous avons effectué plusieurs prélèvements que nous avons apportés au laboratoire pour expertise. Et l'analyse chimique de ces prélèvements a démontré qu'il y avait, dans certains prélèvements, de la gasoline et dans d'autres, du diesel. Nous avons aussi étudié le mécanisme de mise à feu, les mécanismes de mise à feu qui avaient été utilisés. Alors, pour conclure, l'origine de l'incendie se trouve vraiment dans la partie centrale du grand bâtiment, dans les 2 condos centrales, et que l'incendie aurait été allumé à l'aide d'un dispositif de mise à feu qui aurait enflammé un montage de mise à feu dont certaines composantes sont la gasoline et du diesel. Le mécanisme de mise à feu semble être provoqué par une minuterie
qui déclenche un choc électrique devant des allumettes au-dessus d'un bassin rempli de pétrole dans lequel trempent des linges qui vont jusque sur les allumettes. Voici un court extrait produit par la maison de production Attraction au Québec. Incendie très, très suspect ce matin à Morin Heights, au nord de Montréal. Pour la majorité des Québécois, l'ordre du temple solaire était totalement inconnu jusqu'à cette semaine. En entrant, j'ai constaté des traces de sang qui avaient été lavées. Un crime s'était probablement produit. On a découvert cette porte-là et à l'intérieur de la porte, on a découvert la famille du toit. On voit une bâche orange ici. C'est l'endroit où les 2 corps ont été découverts. Le bébé est enveloppé dans du plastique. Il avait été assassiné. C'est une boucherie. Les chevaliers du Temple se sont agenouillés. Les responsables de cette secte agissaient au Canada. Leurs noms, Luc Jouret et Joseph Dimambro. C'est la pénombre totale. Et je rentre et je dis, ils sont tous là. Je connais pas l'Apocalypse, mais je pense un peu l'avoir vécu. Appartenant à Joseph Dimambro, à cet endroit ont été retrouvés les corps de Colette Genoux et de Jerry Genoux. Les corps calcinés, l'autopsie a révélé que ces gens-là n'étaient pas décédés au moment de l'incendie. Cependant, les analyses toxicologiques nous permettent de savoir que ces gens-là avaient à l'intérieur du système du flunitrazépam. C'est connu en Suisse sous le nom de Rohypnol. Non vendu au Canada, non vendu aux États-Unis. Ces produits-là ont un effet hypnotique et c'est surtout utilisé en milieu hospitalier par les anesthésistes. Et dans les victimes de Valais en Suisse, on retrouve Mme Lynn Lheureux qui elle-même est anesthésiste. Également à l'intérieur, on a trouvé, la toxicologie nous permet aussi de voir du méthochloropromide. Ça prévient ça les nausées et ça augmente l'effet du flunitrazépam. C'est donc dit que ces gens-là sont vus dans un état plus ou moins somnolent. Également, dans la bâtisse de Dominique Bellathlon, au sous-sol dans un réduit, les cadavres de Antonio Dutoit, Nicky Robinson Dutoit et Christopher Emmanuel Dutoit ont été retrouvés là, dans un réduit, sous l'escalier qu'on voit ici. La mort des Dutoit remonte au 30 septembre. Également, l'enquête nous a permis de déterminer que le 30 septembre, Dominique Bellathlon, les Dutoit, les Genoux et Joël Heger, qui est une des victimes de Salvan. Joël Heger est arrivé au Canada le 29 septembre. Il a quitté à Mirabel le 30, accompagné de Bellathlon. Suite au souper du 30 septembre, le véhicule des Dutoit a été retrouvé à Mirabel et fait particulier dans le véhicule, le siège avant était recouvert d'un plastique. Vous allez avoir les explications tantôt également. On se rappellera aussi que le 9 mars 1993, la Sûreté du Québec avait fait enquête pour un complot d'armes à feu. Et M. Jouret, Vinet et Delorme avaient été accusés à l'époque. Si on se rappelle bien, à ce moment-là, ces individus étaient à la recherche d'une arme munie d'un silencieux. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les victimes de Chéry en Suisse ont été abattues à l'aide d'une arme munie d'un silencieux. On a quitté pour la Suisse, nous, le 8 octobre. Notre travail là-bas, avec nos collègues suisses, nous a permis à la fois de les aider dans l'identification des victimes, également nous a permis de rencontrer certains membres de la famille des Genoux, qui sont d'origine suisse et décédés ici à Morin Heights. Plusieurs échanges d'informations, photos, scènes de crime. On a eu une excellente collaboration avec les policiers suisses. D'ailleurs, 4 de ceux-ci devraient arriver à Montréal lundi, afin de compléter eux aussi leur dossier. En ce qui a trait à l'aspect financier de la secte, au moment où je vous parle, rien ne nous confirme à nulle part que ces gens-là possédaient des fortunes extraordinaires ou on n'a aucune confirmation non plus de trafic d'armes ou de quoi que ce soit.
de façon internationale ou blanchiment d'argent ou tout ce qu'on a entendu là-dessus. Ce qui nous apporte, nous, à penser que Joël Heger, Dominique Bellaton et le couple des Genoux ont participé de façon directe à la mort des Dutoit. Les Dutoit, lorsqu'ils ont été assassinés, le 30, M. Dutoit a été assommé au préalable dans le garage, partie sous-sol de la maison de Dominique Bellaton. Et Mme Dutoit ainsi que le bébé, eux, auraient été tués devant le foyer à l'étage supérieur. Et tous ces gens-là, le ménage avait été fait par la suite, aucune trace de sang, tout avait été nettoyé. Il avait été enveloppé dans des couvertures, recouvert de tapis et caché dans le réduit. Ça va. Je présente M. Saint-Denis, Richard Saint-Denis, qui va vous parler d'un volet beaucoup plus, si vous voulez, individuel, d'ensemble du dossier. M. Saint-Denis également commentera le vidéo qu'on va vous présenter, qui fait partie des preuves, qui fait partie des informations que détiennent les policiers de la Sûreté du Québec. M. Saint-Denis, juste placer le microphone, si vous voulez. Bonjour. Bonjour. Moi, je vais débuter par expliquer le rôle de la direction, en gros, et le scénario qui s'est passé. Après la vidéo, je vais revenir spécifiquement sur le scénario comme tel. Le rôle de la direction des enquêtes et renseignements de sécurité fut de colliger toute l'information qu'on avait de connue, qu'on a eu de Suisse, qu'on a eu de tous les événements, de les évaluer, puis de les analyser pour nous permettre de comprendre la structure templière qu'on avait devant nous autres, les rituels, les pratiques, les individus, les principaux qui ont eu un rôle déterminant dans l'empire de Joe DiMembro. Pour ce faire, nous avons eu la participation de plusieurs services policiers, d'unités de la Sûreté du Québec. On a eu la participation également des témoignages de membres et d'ex-membres. Ce qui me permettrait aujourd'hui de vous expliquer le scénario mystique du 4 et du 5 octobre 1994. On va vous présenter une vidéo. Le document, la cassette vidéo a été saisie sur les lieux de l'incendie à Moore Heights. Ce document, selon les personnes à qui on l'a montré, date des années 88-89. Ça représente une cérémonie, un rituel pour l'assermentation d'un chevalier de l'Alliance, ce qui représente dans la structure un deuxième grade. On reçoit une cape à ce moment-là, la cape de couleur blanche avec la croix et l'intérieur. Je vais vous expliquer tantôt avec les vidéos, on va faire le tour au fur et à mesure pour la compréhension du vidéo, l'importance des divers capes et des individus que vous allez voir à l'intérieur. Vous remarquerez également qu'on a caché les visages des diverses personnes qui se retrouvent sur ce vidéo-là. Pour la plupart sont vivants et ils se sont retirés de tout groupe sectaire depuis quelques années ou depuis tout dernièrement 93 principalement. Le seul visage que vous allez voir, c'est le visage de Luc Jouret qui officie comme grand-mère. Pour expliquer les vêtements comme tels, si vous voyez là-bas, la blanche, on appelle ça une robe blanche dans leur langage talar, c'est le premier degré. C'est les personnes. Par la suite, il y a un surplis qu'on n'a pas, que vous allez voir à l'intérieur des catalogues. Là, c'est un surplis, c'est une croix. C'est le deuxième degré. Pour les grades suivants, vous avez, comme je vous disais tantôt, Chevalier de l'Alliance. L'intérieur vert, c'est pour les femmes. Et le second, l'intérieur rouge, pour les hommes, ce qui représente la polarité. Vous allez voir, le chasuble rouge représente le troisième degré, qui est porté habituellement par des personnes qui sont âgées et qui représentent beaucoup le respect dans leur rituel. Vous allez voir dans la vidéo, ils ne bougent pas, ils ont le visage caché. Vous allez voir ici la cape noire qui représente l'occulte. Habituellement, dans ces cérémonies-là, il n'y avait pas de cape noire. Le seul but des capes noires, c'était au niveau pécunier que Joe DiMembro avait à ce moment-là. Si tu voulais porter la cape noire, tu avais un montant d'argent à donner qui te permettait d'avoir les capes noires. Les capes noires remontent à plusieurs années l'utilisation. Vous voyez également que la croix qu'il y a sur certains vêtements, elle n'est pas à la même hauteur
elle doit être au niveau du coude pour représenter au niveau du cœur l'endroit de la croix. C'est pour ça qu'ils ne sont pas tous à la même hauteur. Les vêtements sont confectionnés par les Dutoit. Mickey Dutoit confectionnait les vêtements et Tony Dutoit prenait les mesures des vêtements. Ici en avant, vous pourrez voir tantôt. Certains ex-membres. Il y a eu des réactions très vives lorsqu'ils ont vu ça. Ils sont encore très fragiles d'être sortis de ça et de se retrouver aujourd'hui vivants. Le but de leur participation pour nous aider à la Sûreté du Québec, c'était d'empêcher que d'autres personnes tombent aussi bas qu'ils sont tombés psychologiquement, financièrement, et d'éviter que dans tous les autres regroupements que ça pourrait se produire. C'est le but pourquoi ils voulaient qu'on participe, qu'on le montre, qu'on l'explique. Vous remarquerez, on ne voit pas d'effets spéciaux comme tel lors de cette vidéo-là, mais ce que j'appelais tantôt le Saint de Saint, c'est un endroit réduit. Vous allez voir tantôt, il y a une épée qui est l'autre épée, l'Excalibur. Ça se retrouve dans cet endroit-là avec un jeu de lumière. Ça représentait la pointe dans le sang, et il y avait l'autre épée, l'épée de la justice. Elle avait la pointe vers le haut, la justice n'était pas rendue, la pointe vers le bas, tout était fini. Ce qui représente pour eux autres, à toutes les fois que quelqu'un se rendait à cet endroit-là précisément, il n'y avait pas d'effets spéciaux. Sauf qu'à toutes les cérémonies, il y avait quelqu'un qui parlait de l'au-delà. Il y avait le mur s'ouvrait. C'était un miroir coulissant, personne ne touchait, personne ne s'apercevait de rien, et au départ, plusieurs croyaient. Et il y avait des paroles de l'au-delà. Ils avaient également un hologramme qu'on n'a pas retrouvé, qui a été détruit par M. Dutoit. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Lui, il n'était plus d'accord sur la procédure comme telle. Je vais revenir sur M. Dutoit comme tel. C'était des hologrammes d'apparition. C'était Dimambro qui apparaissait, ou c'est quelqu'un de l'au-delà qui parlait, il donnait des pouvoirs à certaines personnes. Il y a également une épée que vous allez voir. Il y a un système avec une lumière qui fonctionne. Vous pesez sur le bout, c'est une lumière rouge, ça représentait du pouvoir donner la vie ou en même temps enfanter avec cette épée-là. Je vais vous expliquer avec le pourquoi de l'épée puis ce que ça représente. Pour des photos, on pourra tantôt, là, je veux dire, juste durant qu'il explique, ça va être moins compliqué. Ce qu'il faut comprendre de ce regroupement-là, de structure templière, on parle de l'OTS. Ce n'est pas seulement l'OTS, l'Ordre du Temple solaire, c'est plusieurs regroupements. Nous autres, au niveau de l'analyse qu'on en a fait, il y a une synarchie au tout haut, c'est une pyramide. Le très grand, comme il se faisait appeler, c'est Joe Dimambro, celui qui a orchestré ça. Ça fait plus de 23 ans qu'il est là-dedans, depuis 1971. Il s'est appuyé avec de Luc Jouret, ses qualités d'orateur. Il s'est
investi complètement dans la cause, qui était lui-même d'accord, il était au courant de toutes les supercheries qu'il y avait, des demandes d'argent au niveau monétaire pour les diverses cérémonies, pour les divers ajouts, comme l'épée. Vous allez voir tantôt une épée qu'on remettait, là, que je disais, aux chevaliers de l'Alliance. C'est 1600 $ qu'ils leur demandaient pour une épée comme ça. C'est une question pécuniaire, monétaire, qui s'est rajoutée. Au départ, c'était spirituel, c'était l'environnement, des arts, des spectacles, des choses comme ça. Par la suite, ça s'est venu du côté monétaire. Il y a Luc Jouret, Camille Pilet, qui était un bailleur de fonds, qui est un ami personnel de Luc Jouret, et bailleur de fonds, qui a emmené des très grosses sommes d'argent au niveau de l'organisation. Il croyait plus ou moins l'organisation, mais il suivait tout ce que les autres. C'était une personne qui était plus faible psychologiquement et qui était impliquée grandement, mais plutôt plus monétairement que les rituels comme tels. Ce qu'il faut comprendre des rituels qu'on a, là, on vous présentait tantôt une cassette qui date des années 88-89. Comme je disais, la structure, il y a une synarchie des Templiers en haut. Il y a plusieurs, lors du Temple solaire, il y en a plusieurs que je nommerai pas. Il y en a plusieurs qui ont des assises légales. On les appelle groupements, fraternité, ordre. Il y a plusieurs appellations avec plusieurs noms, autant à Genève qu'au Québec. Il y en a qui ont des assises légales et rien de répréhensible à l'heure actuelle à leur reprocher. C'est pour ça que je les nommerai pas toutes. C'est juste pour vous faire que le seul lien conducteur qu'on a avec toutes ces organisations, appelez-les le nom que vous voulez, Joe DiMembro. C'est soit un ami personnel qui était là, selon sa force, selon ses compétences. S'il devenait moins fort, il était transféré dans une autre organisation. Luc Jouret, il était dans l'ordre du Temple solaire, il était démis de ses fonctions, il en a reparti un autre à son nom. Il y avait des réalités occultes, puis il y avait des réalités publiques. Au niveau public, ça représentait quelque chose. Au niveau occulte, ça représentait d'autres choses. Très difficile. On avait fait une genre d'organigramme de compagnie, ou appelez-les de regroupement, innombrable. Les liens comme tels, le seul lien qu'on pouvait faire, c'est Joe DiMembro. Et vous, René Deveillé, votre travail qui a été publié ici aux éditions Québécois, La vérité sur l'ordre du Temple solaire, vous n'avez pas osé écrire toute la vérité? C'est une petite vérité. Oui, une partie de la vérité. Une partie de la vérité, parce qu'il y a des choses qui sont restées un peu plus mystérieuses, puis c'est très difficile à aborder, très difficile à aller chercher. Entre parenthèses, ce qui se passe en France. Oui. L'ordre du Temple solaire, sur la page couverture, on voit des gens qui se tiennent par la main, avec une étoile au fond. Est-ce qu'il y a un sens? Ouais, c'est un sens ésotérique, c'est le départ je pourrais dire les sacrifiés de l'OTS vers l'étoile Sirius ou Alpha du Centaure, pour, selon le principe de Luc Jouret, qui disait qu'ils avaient des communications de l'étoile Alpha du Centaure. Alors, il devait, d'ailleurs dans sa lettre, il en parle, et on sera tous dirigés, on se dirigera tous vers cette étoile. Alors, il y a deux aspects dans l'ordre du Temple solaire. Il y a l'aspect secte, côté argent, côté carte de membre, côté rituel. Et il y a tout l'autre aspect qui est le côté occulte ou ésotérique, les gens qui ont des croyances. Certains auteurs, je ne vais pas accréditer cette thèse, certains auteurs disent que le Christ n'est pas mort en Palestine, crucifié par les Romains, mais qui a été emmené en France. Et entre autres, Gérard Messadier qui dit que le Christ est mort en France. Et ça, je n'irai pas jusqu'à accréditer ça, parce que ça crée des polémiques. Et ça serait pour moi le secret du Temple. Les Templiers revenant de Terre Sainte, avec cette connaissance-là qu'ils auraient eue par les maîtres arabes, et après bien sûr par les Cathares, dans le sud de la France, auraient annoncé ça, c'est un secret, ils auraient annoncé ça au niveau de la chrétienté de cette époque-là, ça aurait été le grand
on les aurait massacrés. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Philippe le Bel les a fait arrêter et le pape Clément V les a fait... Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay ont été tous les deux brûlés en place de Grève à Paris. Et c'est là la fameuse malédiction. Et ça serait la fameuse malédiction des Templiers. Mais là, la malédiction où Jacques de Molay, sur le bûcher, a dit pour vous et vos 13 générations suivantes, vous mourrez de mort atroce. Ouais. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, est-ce qu'il y aurait une résurgence ou quelqu'un qui, dans l'ombre, agit au nom des Templiers, parce que tous les autres rois... C'est possible, c'est possible. Les rois maudits. Les rois fainéants, contrairement à ce qu'on nous a dit à l'école, fainéants, parce qu'ils ne travaillaient pas, c'est pas ça du tout. C'est rois fainéants. Rien. C'est ça. En France, existe encore les Mérovingiens, tout ce qui est des premiers rois français, qui justement est l'ordre du Temple de Sion, qui existe toujours en France, contrairement à l'ordre du Temple de Jacques de Molay qui a été éliminé en 1314. L'ordre du prieuré de Sion existe toujours en France. D'une façon ou d'une autre, pourquoi est-ce que ce secret serait si grave de conséquences que les Templiers qui auraient eu ce secret-là entre les mains auraient été pourchassés? C'est compréhensible, hein. C'est mettre par terre 2000 ans de... Oui. Il y avait aussi le côté matériel du temple, où c'est qu'ils étaient, c'était les banquiers de l'Europe de cette époque-là. Mm-hmm. Ils avaient tout l'argent dans leur commanderie, dans les bailliages, c'est eux qui ont inventé la première lettre de change. Qu'on peut appeler le chèque aujourd'hui. C'est ça. Et le Templier revenant de Terre Sainte avec un secret comme ça, c'est compréhensible qu'on les a pas laissés divulguer le secret. Alors Philippe le Bel les a fait arrêter, pas tous. Ceux du Sud, ils sont arrivés à s'en sortir. Enfin, quelques-uns ont arrivé à s'en sortir. Ouais. Et bien sûr ont V, le pape, les deux abominables d'ailleurs, comme il les appelait, les ont fait. Il y a eu l'Inquisition et puis les derniers grands maîtres ont été brûlés. On les a sacrifiés, un peu comme les cathares d'ailleurs. Ouais. C'est un peu le même, c'est le même processus. À Montségur, les cathares, 400 cathares qui sont suicidés. Et on retrouve un peu le suicide de l'ordre du Temple solaire. Et on retrouve ils ont retrouvé près de Carcassonne, dans une grotte le Roc Noir, près de Carcassonne, j'en parle dans le livre, des squelettes de cathares, en cercle, les têtes au centre, les pieds vers l'extérieur, exactement comme l'ordre du Temple solaire. Et j'ai fait le rapprochement, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il suivait un rite cathare? Effectivement, l'ordre du Temple solaire suivait un rite cathare, un rite essénien en réalité. Ouais. La communion, ça c'est une question que je me suis posée quand j'avais vu le reportage de Suisse. On retrouve des hosties à Granges-sur-Salvan. Je me suis dit, comment ça se fait qu'on retrouve des hosties? Est-ce qu'ils avaient un prêtre parmi eux? Ça a été tout de suite ma réaction chrétienne, catholique, chrétienne. J'ai dit, ils avaient un prêtre parmi eux pour faire la consécration. Mais en cherchant un peu dans les documents, j'ai dit non, rite essénien, toute personne avait le droit de consacrer le pain et le vin selon ce rite-là. Et c'était Luc Jouret, justement, qui faisait les consécrations des hosties. Il était le grand prêtre. Il était le grand prêtre. Bon, est-ce qu'il y a encore la Vierge Noire dans leur temple? On trouve la Vierge Noire. Bon, la Vierge Noire, c'est pas celle du tout qu'on pense, hein, c'est pas la Vierge Marie, hein. La Vierge Noire, c'est la terre-mère, c'est la terre des Celtes. C'est la Virginia Pariturie, Pariturie du moins, justement, où c'est qu'on retrouve d'ailleurs à Chartres, la fameuse cathédrale de Chartres, où on descend en dessous. On l'appelle la Vierge de Souterre. La Vierge de Souterre d'ailleurs. Et c'est pas la Vierge Marie, c'est une Vierge qui a été adorée par les Celtes peut-être 2000 ans ou 3000 ans avant Jésus-Christ. D'ailleurs, cette Vierge-là, si je peux continuer là-dessus, cette Vierge-là, on est toujours paré
vêtements en or, brillants, ainsi de suite. Bon, des pierres précieuses. Elle porte son petit enfant dans les bras. Lui, il porte aussi une poire. C'est pour ceux qui c'est le symbole de ceux. La poire, c'est le symbole de ceux qui les adorent. Ah ouais? C'est ça, oui, c'est ça le symbolique. Ah bon. Et bon, après, qu'est-ce qu'il y avait aussi? J'ai aussi beaucoup traité sur le symbolisme de l'hôtel, les miroirs. Moi, je me suis dit, bon, beaucoup de personnes se posaient des questions ici quand ils ont trouvé les fameux miroirs dans les temples, là, à quoi ça pouvait correspondre. Et je sais trouvé que le miroir, c'est le symbole de l'illumination, l'illumination intérieure. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de miroirs dans les temples. Bon, puis passer dans l'autre dimension aussi. Oui. Descendre aux enfers en passant par le miroir. Non, c'est plus l'illumination intérieure. C'est le symbole du miroir. Après, il y avait aussi dans la colombe, la colombe avec une rose. Bon, ça c'est le symbole de la rose-croix. Hein. C'est le paraclète, c'est l'Esprit Saint. C'est un peu tout le symbolisme de l'OTS. C'est là-dessus que j'ai traité c'est ce que j'ai traité dans le livre. D'ailleurs. Mais croyez-vous que, finalement, c'était une société occulte au plus pur sens du terme, ou c'était de la pacotille, un ramassis de tout ce qui est dans la tradition ésotérique, de quelque origine que ce soit? On ramasse tout ce qui est du symbole, tout ce qui est un petit peu du sens, puis on essaie de faire une grosse aventure mystico-pétée pour les gens qui courent après des pouvoirs occultes et mystérieux. Non, je pense pas. Je pense pas. C'était plus une société semi-secrète, discrète. Oui. C'était des gens qui se réunissaient, qui voulaient. Il y a aussi un fait aussi. Donc des gens sincères. Des gens sincères, c'est sûr, c'est des gens sincères, des gens qui croient, qui peut-être même pour le bien, c'est possible. Mm-hmm. Et ce qui s'est passé ensuite, ça c'est le gros point d'interrogation, c'est le mystère. Est-ce qu'il y a eu est-ce que les gens se sont suicidés? Est-ce qu'il y a eu je sais pas j'ai plus l'impression qu'il y a eu j'ai plus l'impression qu'on les a suicidés. C'est plus le terme. Il y a eu quelque chose là-dessus qui s'est passé. Il y a quelque chose qui est anormal à ce niveau-là. Il y a plusieurs choses qui m'ont fait poser des questions. Mais dans votre livre, vous soulevez des mystères. Ouais, c'est non résolu. Pourquoi en France on n'a pas donné d'informations et qu'à partir et théoriquement normalement c'est à partir de la France que tout se situe. Bon, il y a eu des morts ici au Québec, il y a eu des morts en Suisse. Mais pas de morts en France. Il y a eu des morts français. Il y avait des Français qui faisaient partie de l'OTS, une vingtaine. Ça n'a pas eu lieu en France. Et ça n'a pas eu lieu en France. Pourtant, il y avait des temples en France, à Aubignan. Et on n'a jamais dévoilé les noms des gens qui avaient été, qui s'étaient suicidés. Non, excepté pour les Québécois. Excepté pour les Québécois, on sait qui c'est, même en Suisse, c'est difficile. À part Lujouré, Dimambro et Giacobino, c'est tout. C'est les seuls qu'on connaît. Ça n'a pas été dévoilé. Pourquoi? Mystère. Pourquoi il n'y avait pas d'Australiens aussi? Quand on a appris par les dépêches de presse qu'il y a eu un 183 millions de dollars qui avaient été versés en Australie, 2 jours après, erreur des journalistes, erreur des policiers, erreur des services de renseignement, on ne sait pas, c'était rendu à 83 millions. Il y avait 100 millions qui s'étaient volatilisés. Ouais. Alors ça, on ne sait pas. Et il n'y avait pas d'Australiens dans le nombre des victimes. On n'a jamais entendu parler. C'est vrai. Et encore un mystère. Bon, le mystère aussi qui est aussi de la fameuse lettre qui a été envoyée parallèlement à celle de Meyer en Suisse, le spécialiste des sectes, qui a passé dans les journaux québécois. Mais parallèlement à ça, il y a eu une autre lettre qui a été envoyée en France au ministère de l'Intérieur, qui n'a jamais été dévoilée en France. Je me suis renseigné, j'ai même des correspondants, des amis en France à qui j'ai demandé si ils pouvaient me faire parvenir une copie si ça paraissait. Jamais cette lettre-là n'a passé dans les journaux, ni n'a jamais été dévoilée à la télévision. S'adressait à qui? Au ministère de l'Intérieur français. C'est qui ça? Charles Pasqua. C'est ça. Et ça a été un peu un secret d'État. On se demande si... C'est un secret d'État, il y a eu quelque chose qui n'est pas passé. Le gouvernement français semble très mal à l'aise avec le dossier de l'ordre du Temple solaire. Il y a une question aussi que je me repose aussi depuis, c'est pourquoi
l'enquête n'a pas été faite par les services de police judiciaire, parce que normalement c'est la tradition en France, quand il y a des gens qui meurent, bon, c'est les services de police judiciaire qui font l'enquête, le SRPJ. Tandis que là, c'est confié aux renseignements généraux. Les renseignements généraux qui sont un service de police dépendent de qui? Du ministère de l'Intérieur. On tourne en rond. Avez-vous des commentaires à passer? Oui, je vous écoute et il est exact que par rapport à la lettre dont vous parlez, il y avait avec cette lettre 2 passeports, celui de Luc Jouret et de Di Mambro. Et moi, effectivement, à une télévision, et d'autres personnes me l'ont dit, cette lettre, je ne vous donne que le titre, c'était « Mon cher Charlie ». On s'adressait à Charles Pasqua. D'une façon intime. Très intime, « Mon cher Charlie ». Point d'interrogation. Donc, ça laisse à supposer que beaucoup de choses sont très troubles, que, en réfléchissant bien, il y a beaucoup de choses qui sont anormales pour des gens comme on l'a vu, puisque nous on était très proches, on était à la frontière suisse. Et le jour où ça s'est passé, moi j'étais à Genève, donc je sais des choses, on se pose des interrogations et on ne comprend pas pourquoi. On a monté en épingle dans le journal, on a traîné dans la boue des gens en disant que c'était eux qui l'avaient fait, qu'ils étaient encore vivants, qu'ils étaient partis avec l'argent, etc. Et puis alors qu'ils étaient morts comme tout le monde, et il n'y a jamais eu de rectificatif par la suite. On a dit oui, bon, ils sont parmi les morts, point à la ligne. Mais alors, à qui profite le crime? Parce que crime, il y a, c'est certain. L'adage connu, ça. Quand on lit la lettre ici, c'est assez étonnant. Vous en avez donc une copie ici? C'est une copie, non, c'est une partie, parce que c'est pas complet. Ça, c'est ce qui a passé dans les journaux du Québec, que j'ai arrivé à retrouver. C'est une petite partie de la lettre. Il y a 10-15 lignes. En réalité, la lettre, elle est aussi longue que celle des Templiers, adressée à François Meyer. Il y avait 8 ou 10 pages. Tandis que là, c'est une toute petite partie. Mais c'est bien exact. Mon très cher Charlie. Ou ça peut être aussi une boutade, ça peut être fait dans le sens sarcastique. Non, il est connu sous le nom de Charlie. Ah oui? Oui. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans les élections qui se déroulent actuellement en France? Est-ce qu'il n'est pas impliqué? Oui, actuellement, si. Il a de gros problèmes avec les écoutes téléphoniques. Actuellement, si. Entre autres. Où on dit que 20 Français sur 100 sont sous écoute électronique, là? Oh oui, à peu près. Oui, j'ai été... Personne semble étonné de ça. Tout le monde semble se dire oui, c'est bien possible. Non. Il m'arrive que on entend le déclic, ça fait clic. Alors, et puis tout d'un coup, quand vous dites au c'est que vous croyez que c'est ça. J'ai été sous écoute téléphonique et il m'est amusé de plaisanter même au téléphone et d'essayer de les aiguiller autrement que ce que je faisais, parce que je trouvais ça tellement gros que... Et après, j'en avais les retombées. Bon, c'est pas le sujet, là. N'importe quelle aventure dans ces conditions-là. Vous inventez une histoire, puis à l'autre bout, ils accrochent comme des poissons. Vous n'êtes jamais amusé à faire ça? Si. Surtout vous qui voyagez beaucoup d'Europe à ici. Ça fait parce que je trouve ça scandaleux, des gens qui n'ont rien à se reprocher. Se trouver sur écoute, moi je ne comprends pas pourquoi. D'accord, je fais des musiques qui peuvent déranger certains laboratoires, certains multinationales, mais enfin, de là à trouver que je suis dangereuse. Les musiques de Maël, qui deviendraient des secrets d'État ou des armes psychotroniques, sait-on jamais. En tous les cas, oui, parce qu'ils aimeraient peut-être bien savoir comment j'ai fait, seulement ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on en parlera peut-être plus tard, c'est que si ma musique a un secret, personne ne peut l'utiliser parce qu'il faut avoir la bonne fréquence vibratoire pour sortir cette musique-là. Donc, si vous voulez, à moins de m'enfermer et de me dire faites de la musique pour détruire, c'est possible. Je peux faire de la musique pour détruire, mais... On voit dans le numéro de téléphone, c'est étonnant, mais les gens qui composent ce numéro de téléphone dans la région 514, c'est le 859-9086, c'est pour de l'écoute de vos musiques. Et ça, gratuitement, là, on appelle, puis on entend votre musique qui joue, là.
C'est comme une boîte vocale, mais au lieu d'entendre un message, on entend la musique. Donc, avant de se procurer vos musiques, on peut les écouter. Les écouter en téléphone. Pendant 1 heure. Ça, c'est Yves Ducharme qui a eu l'idée originale. C'est le premier, c'est mondial comme idée. Bonne idée, ça. Ben oui. C'est un peu comme pour un livre, si on téléphonait, puis on avait un extrait de votre livre, là. Oui, ça pourrait être intéressant. Ça serait pas mal. Est-ce qu'on peut dire que dans votre livre, il y a une bombe? Non. Non? Non. Et les mystères que vous soulevez dans votre livre, René de Vailly, ce seraient lesquels par rapport à l'ordre du Temple solaire? Bon, le mystère, déjà de pourquoi certaines informations n'ont pas été diffusées. Pourquoi, un autre mystère, pourquoi l'argent il disparaît, à qui profite le crime, comme Madame a dit. Il y a 100 millions qui disparaissent du jour au lendemain. Même ici, au niveau de la Sûreté du Québec, il y a à peu près une quinzaine de jours, ou 15 jours, 3 semaines. On a commencé à dire, bon, il faut plus penser qu'il y ait certaines sommes d'argent qui avaient été déclarées avec l'OTS n'étaient si élevées. Ils sont un peu moins qu'on pensait. Déjà là, on fait marche arrière. Alors, je dis, est-ce que c'est une erreur des journalistes, une erreur des policiers, une erreur des banques 100 millions, ça disparaît pas comme ça du jour au lendemain. Ça disparaît pas du jour au lendemain. Puis, bon, pas d'Australiens, ça c'est un autre mystère. Il y en a peut-être d'autres. Mais dans le livre, il y a beaucoup j'ai laissé beaucoup aux lecteurs interpréter certaines choses. Il y a des énigmes aussi. Pour ceux qui les connaissent, exemple, bon, à un certain moment donné, j'ai quelqu'un qui connaît l'histoire du temple. À un certain moment, j'ai marqué la séparation ne s'est pas fait sous l'orme ferré, c'est fait dans un château du Tarn, dans un bureau dans un château du Tarn. Bon, quelqu'un qui connaît l'histoire du temple, la séparation de l'ordre du prieuré de Sion et de l'ordre du temple de 1118 fondé par Hugues de Payen, c'est fait à Gisors, sous le champ de l'Ormetou, il s'appelait le champ de l'Ormetou ferré. Et bon, c'est des scissions, c'est bon, l'ordre du temple, quand on prend de son début jusqu'à l'ordre du temple solaire, on s'aperçoit que c'est tout des scissions. Il y a eu l'ORT, l'ordre rénové du temple de Humbert Origas. Bon, Jouret rentre à l'intérieur de l'ORT, s'accapare des fichiers, quitte avec les fichiers les adresses des membres de l'ORT. Et fonde son propre ordre du temple solaire, enfin, fonde l'ordre du temple solaire avec l'aide de 10 membres. Bon, c'est toutes des scissions qui se font entre hommes d'affaires, du début de l'ordre du temple du Moyen-Âge jusque maintenant. Est-ce que vous croyez que tout le scandale autour de l'ordre du temple solaire contre, si on veut, le mouvement ésotérique spirituel et que la pointe de l'iceberg contre tout ce qui pourrait être dans le monde d'ordre ésotérique ou spirituel, non conforme aux églises conventionnelles? C'est la pointe de l'iceberg, oui, ça c'est à peu près... C'est assez évident? Oui, ça c'est évident. Oui, Maëlle, vous semblez acquiescer énormément. Tout à fait. Et je peux même, si vous voulez, apporter de l'eau à votre moulin, dans la mesure où je sais... je connais, puisque je fais plus ou moins partie d'une association de défense contre ces gens qui attaquent les médecines douces, dont je fais partie, et nous savons que de par le monde, il y a environ 80 pays dans lesquels des associations qui sont là pour nous détruire sont implantées. Ces associations ont des relations liées avec des psychiatres, avec des services secrets, avec des néo-nazis, avec peut-être d'autres ramifications, peut-être de l'ordre de l'Opus Dei, parce qu'en fait, moi j'appelle ça la deuxième Inquisition. On est là, on nous chasse comme des sorcières. Leur but
but premier est de nous faire déchoir de nos droits civiques, de nous retirer même nos propriétés, etc., si nous en avons, de nous faire interner sur tous les têtes, vous pensez bien, les gens qui dérangent, etc., etc. Faire passer pour illuminer, Voilà. puis un petit peu désorganisé mentalement. Là, tout à fait. Leur but, et nous avons un avocat qui a dit à des journalistes, vous savez, ce sont des gens qui sont parfaitement convaincus, et je ne vois pas ce que vous leur reprochez, ils sont sains. Et alors donc, mon mari a rencontré un médecin qui fait partie de ces gens-là, qui lui a dit, vous ne savez pas jusqu'où nous irons. Et moi, j'ai eu des menaces de mort 3 jours après l'affaire de l'OTS, où on m'a dit, c'est avec des gens comme vous que ces gens-là sont morts, on vous aura et on vous détruira tous jusqu'au dernier. J'avais une conférence une demi-heure après, j'ai pas pu la faire, c'est mon mari qui l'a faite. Ça m'a quand même un peu choquée. Et depuis, il est vrai que nous subissons, mon mari et moi, des pressions de l'ordre contrôle fiscal, problème avec le conseil de l'ordre des médecins, puisque mon mari est médecin. Et bon, nous avons 4 contrôles fiscaux et c'est pas fini. À Lausanne, on nous a demandé de ne pas faire partie de Mednat, c'est-à-dire du salon de médecine douce. Alors que, bon, je ne vois pas en quoi on est des illuminés et en quoi il faudrait nous attaquer, nous détruire. De quel droit? Si c'est ça l'amour, excusez-moi, il vole plutôt bas. Mais le salon des médecines douces a quand même lieu à Lausanne. Et donc, là, on leur donne quand même l'opportunité de se montrer en public. Oui, tout à fait. Mais pour pouvoir mieux les cibler après lorsqu'on fera la chasse aux sorcières. Ah oui, parce que la chasse aux sorcières, c'est maintenant c'est Velleda, le laboratoire Velleda qui est mis en cause. Vous savez que c'est les anthroposophes, c'est Steiner qui est derrière tout ça. Et ça dérange bien sûr les autres laboratoires de médecine allopathique qui sont issus, on le sait, des camps de concentration nazis. Et c'est là que ça me blesse, parce que je sais ce qu'ils ont fait et je sais comment ils ont pratiqué. Donc ces multinationales sont derrière et tirent les ficelles. Médecine allopathique, vous voulez dire la médecine conventionnelle? Oui, oui, tout à fait. Les produits chimiques des laboratoires, des pilules et tout le reste. C'est une médecine qui écrase en fait des médecines ancestrales. C'est une médecine qui a quoi? Qui a 50 ans. Et donc elle prétend tout connaître et les autres médecines... même au bout de 5 ou 1000 ans, ça n'existe pas. Vous avez entendu parler du livre de Dr. Guylaine Lanto? Oui, tout à fait, je l'ai. La mafia médicale. Tout à fait, c'est exact, parce qu'on a des documents, nous, parce qu'on a essayé de sortir un livre, et puis on a eu peur, on sortait d'un bouleversement où nous, on a essayé de nous détruire. Donc, on était psychiquement pas prêts pour sortir ce livre. Et j'ai été ravie de voir qu'elle possédait les mêmes renseignements que nous avions. Nous. Donc, c'est tout à fait exact ce qu'on trouve dans son livre. C'est exact. Et puis, c'est exact. Elle éprouve des problèmes aussi, hein? Et bien sûr. Elle est sérieuse. Ah oui, évidemment. Oui. Elle dérange. Elle est en faillite maintenant. Oui. Hein? Parce que moi, je travaille avec des gens comme l'intelligence artificielle. Mon propre garçon, il est en intelligence artificielle. Il a eu comme professeur Bengio, qui vient d'avoir la Légion d'honneur. On a un gars, là. Et puis, Yuval Noah Harari, ça vous dit quelque chose? Yuval Noah Harari qui a écrit Sapiens, Sapiens, puis qui dit les 21 leçons pour le 21e siècle. Homo Deus, en tout cas, c'est des grands penseurs. On entend parler de Klaus Schwab, hein, le forum international qui a lieu, le forum économique mondial qui a lieu à Davos à tous les ans. On a l'impression que tous les politiciens sont en train de glisser dans une secte. C'est là où je voulais en arriver à la fin. C'est qu'attention. Nous, on n'a pas vraiment les compétences pour se prononcer là-dessus. Là, non, mais vous êtes éveillés. Juste assez parce qu'avec ce que vous avez gratté là, vous le voyez que le dérapage peut se faire, mais c'est pas parce que l'ensemble peut pas déraper parce qu'ils sont les plus nombreux. C'est que les plus nombreux peuvent déraper. Puis qu'à un moment donné, tu te fais remplacer par un robot, puis tu te fais parler par des robots, puis tu n'as plus de contact humain parce que
on peut plus se fier aux humains. On sait qu'ils ont tous des défauts psychologiques, puis les robots n'ont pas de psychologie, fait que on va se fier à une dictature gérée un peu à la Asimov, le meilleur des mondes. Et il y a des gens alertés qui se disent, où est-ce qu'on s'en va, là? Nos enfants qui rentrent dans un autobus scolaire, ils portent la médaille au cou, ils doivent la présenter à un appareil qui fait « OK ». Et donc, on sait que c'est un tel, il a tel âge, il est en telle année, puis il est dans l'autobus scolaire, donc il est allé à l'école. Mais s'il ne le fait pas 2 jours, 3 jours de suite, on téléphone à la maison, qu'est-ce qui se passe que votre garçon ou votre fille ne rentre pas à l'école? Non, c'est parce qu'avec le port du masque 24 heures, ou non, c'est fini, on le garde à la maison, puis on va y faire l'école. On contrôle le monde par des mécanismes électroniques qui peuvent nous échapper dans le contrôle. Et là, un jour, on se dira, il y a des gens qui se sont suicidés sans être dans aucune secte parce qu'ils ne sont plus capables de vivre une vie humaine, à la manière humaine. On veut qu'ils vivent une vie à la manière que les robots veulent qu'on vive. Je vais loin, là. Mais avec Richard Glenn... avec Richard Glenn, faut-tu t'attendre qu'on est rendu loin? Mais c'est parce que le monde a changé depuis 1994. Ben, c'est sûr. Puis, tu sais qu'aujourd'hui, on dit que c'est plus la police qui va gérer bien des problèmes dans la société. Quand ça fait 4 caisses de bière qui achètent, 4 caisses de 24 qui achètent dans une semaine, ça tourne pas rond dans sa tête. On frappe à sa porte. C'est pas la police, c'est des psychologues qui viennent voir, ou des travailleurs sociaux. Ça passe mieux avec le terme travailleurs sociaux. Qu'est-ce qui se passe, madame, monsieur, 4 caisses de 24 cette semaine? On a la preuve, parce qu'on a le relevé des dépenses de la personne. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez vu Fahrenheit 481? Ça fait longtemps. Oui, oui, hein? Oui. Bon, on approche un temps où on est en train de surveiller qu'est-ce que vous regardez sur YouTube, qu'est-ce que vous regardez à la télévision, les livres, les séries, qu'est-ce qui vous intéresse. Et si on commence à regarder que vous voulez faire partie d'un groupe, moi je connais des gens qui veulent quitter les villes, se retirer à la campagne, en petits groupes de gens investisseurs qui achètent des terres, 40 acres de terre, et puis ils sont pas cultivateurs pour rien, mais ils téléchargent tous les spécialistes sur YouTube, là. Voici comment cultiver des patates, voici comment cultiver ci, ça. Comment il s'appelle? Jean-Martin Fortier, au Québec, il est devenu une sommité mondiale, tu connais? Oui. Tu en as entendu parler. Ça donne des lumières à du monde qui se disent, hey, le gars, il fait sa culture, même, il peut avoir de la culture, même en novembre, il y a encore des légumes dans ses champs. Alors, il y a un bel idéal, là, tant qu'on n'a pas de secte. Mais ça devient des sectes parce qu'ils se séparent, mais ils veulent rester intégrés. Mais ils font quelque chose que la société n'est pas prête. On ne comprend pas encore. Ben, il y a toujours des précurseurs, hein? Merci. Il y a les retardataires qui sont marginaux, puis les précurseurs qui sont aussi marginaux. Mais il ne faut pas leur tirer dessus. Ce que je voudrais, c'est que les gens... Je ne voudrais pas que votre document devienne un prétexte pour faire la chasse aux sorcières juste parce qu'ils ne font pas comme tout le monde. Non, exact. On se comprend dessus, c'était ça mon intention. C'est pas d'être... de faire déraper tout le monde, c'est le contraire. C'est qu'il y a des gens assez intelligents, capables et compétents qui s'organisent. Mais il ne faudrait pas qu'en arrière, les autorités viennent commencer à faire ce qu'ils ont fait sur Luc Jouret, parce que j'ai fait une comparaison dans mon entrevue de 2 heures que je vous ai accordée, puis c'est là-dessus qu'on va probablement approcher la fin de notre entretien. Le docteur Didier Raoult, à cause de la pandémie, alors qu'il était la sommité mondiale en virologie, le top des tops, dès qu'il a commencé à parler de l'hydroxychloroquine, que les Chinois s'en servent et que ça fonctionne. J'ai été le premier au Québec à faire la promotion de Didier Raoult en disant, on a les dates sur Internet, sur mon Facebook, tout de suite, l'hydroxychloroquine. Il y en avait dans les pharmacies, ça se vendait en vente libre, puis pas cher. Une semaine après, il n'y en avait plus. Les pharmaciens n'avaient pas le droit d'en vendre. Alors là, on se dit, qu'est-ce qui est arrivé à ce pauvre gars-là? Une chance qu'il y avait une autorité reconnue, une chance qu'il y avait Internet pour pouvoir rétablir
la vérité et ses connaissances et ses compétences, personne ne pouvait les remettre en question, même si on tout essayé pour dire c'est un farfelu, les cheveux longs, tout. Vous l'avez vu, hein, Didier Raoult? Oui. Ben, imaginez si vous aviez eu affaire à Luc Jouret, puis qu'il y aurait eu Internet. Je ne suis pas sûr qu'il aurait dérapé comme il a dérapé. Puis vous ne l'haïriez pas comme vous haïssez pas Didier Raoult. Pourtant, il était bien à côté de la traque de toutes les... Ouais. Puis on l'a mis à la porte. Mais ils l'ont gardé. Mais il n'y a plus le salaire qu'il y avait. Mais c'est pas grave. Ouais. Alors, on est dans une société où vous jouez sur la corde raide. Hein? Vous marchez en parfait équilibre. Bravo. Hein? Tous les deux. Puis toute la série ne fait pas déraper le monde. Mais je voudrais pas que les gens pensent que dès que quelqu'un est marginal, ça va aller mal. Non, ben non, c'est sûr. Ben non, ça c'est sûr. T'as pas de commentaire? Ah non, ben écoute. Ben, je vais rien à rajouter à ça. Je suis d'accord avec ça. Puis Absolument. c'est pas parce qu'une personne est marginale et incomprise que forcément c'est une mauvaise personne qui va apporter quelque chose de négatif à la société. C'est aussi simple que ça. Là. On peut pas aborder ces choses-là c'est comme si c'était simple. Là. C'est pas simple, ces questions-là. Là. C'est pas blanc ou noir, puis c'est pas simple, puis il faut... ça prend du temps là, pour comprendre ça. Si je vous aimais pas, je vous ferais une suggestion. Si je vous aimais pas, je vous ferais une suggestion de faire tout un documentaire, une série sur la fameuse pandémie des années 2020. Comment ça a commencé? Oui, on va donner une couple d'années. Peut-être dans 10 ans, il faut du recul. Là, on est trop dedans, là. Pas sûr, ça passe. C'est ça, oui, d'accord. Vont être capables regarde, vous avez attendu 25 ans après l'affaire de l'OTS. Ça fait 25 oui, ans. Ah non, mais pour faire quelque chose, il faut attendre un peu quand même. Parce que sinon, c'est trop dedans, puis ça teinte un peu. Il faut avoir du recul sur l'événement. C'est une belle réponse. Vois-tu, ça a pris 25 ans là, pour l'OTS. Fait que 10 ans, c'est plus vite que l'OTS. Oui. Ben, ça serait le fun d'avoir des documentaires sur les gens qui sont des précurseurs, pas des retardataires. Comme tu disais, Sophie, les précurseurs sont marginaux. Dans le fond, ils font des choses que tout le monde ne fait pas. Mais regardez-les aller, c'est intéressant. Parce que quand il parlait, lui, de faire de l'agriculture bio, c'est devenu courant. Il n'y a pas juste du mauvais là-dedans. Ça, je suis tellement content de t'avoir entendu le dire, Jean-François. Mais je pense que dans la série, on comprend qu'il n'y a pas juste du mauvais. Il faisait de l'agriculture bio, tout ça, mais il y avait aussi du mauvais. Il y a des gens qui ont... Parce que les autorités de leur groupe étaient pourries. Exactement. Exact. Puis il n'y a rien de pire qu'un pourri qui ne pense pas qu'il est pourri. Et que quand on a des enquêtes dessus, puis qu'on les arrête, les enquêtes, parce qu'on se dit, oh, non, on aime autant faire affaire à lui quand on aura besoin de quelqu'un en autorité. Alors, on va le chercher, puis on le met en autorité, alors qu'il y avait des enquêtes sur le dos, puis qu'il y avait des dossiers noirs sur le dos. Mais tu sais, 2 poids, 2 mesures. Alors, qui est vraiment capable de faire face à la musique? Je te comparais à un chef d'orchestre au début. Tu dois avoir des musiques préférées qui vont avec ta personnalité, j'imagine, tu sais, du Dvorak, la Symphonie du Nouveau Monde. C'est percutant, c'est merveilleux. Luc Boivin, à Montréal, il a réuni toutes les ethnies de Montréal avec les instruments de musique ethniques d'Afrique, du Vietnam, puis tout ça. Puis il leur a fait jouer la Symphonie du Nouveau Monde. Quelque chose d'invraisemblable. Ça a pris un fou là, comme réalisateur, le chef d'orchestre. Mais ça a marché. Fait que j'ai eu une belle rencontre avec vous deux, parce que maintenant vous avez donné une preuve de vos compétences. La série, elle est extraordinaire. Il faut que tout le monde voit ça. Il ne faut pas que ce soit dans un labyrinthe de dédales, de dépenses, puis de complications. Même que vous le feriez juste une fois, là, tu sais, que ce soit diffusé, puis après, c'est plus disponible, il faut aller là-bas. Ouais. On a pas mal d'espoir que ça va être diffusé à la télé là, à un moment donné. Peut-être à l'automne, tu sais, des dates, là, octobre, tu sais, là, quand ça... Vous écrirez à Québécois. Dis ça, mon public.
Hey, dites ça à mon public, là. Je vais avoir 15 000 personnes qui vont écrire, là. Ils vont se dire, hey, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais c'est un diffuseur avec une certaine vision. Je pense que, tu sais, ils ne laisseront pas tomber personne. Ils vont s'arranger pour que le plus de monde possible le voit. Oui. Ben voilà, on a fait pas mal le tour de toutes mes questions. Vous avez été très généreux de votre temps, de vos réponses, de votre engagement. Puis, c'était dangereux de faire affaire avec Richard Glenn, vous le savez depuis le début. Mais quand même, moi j'apprécie le travail et surtout la manière dont vous avez traité mon personnage. Parce qu'on n'avait pas vu Luc Jouret au début. On entend parler, on voit des photos, puis tu as amené là, comme le gars, le Français, qui est venu chez moi d'ailleurs, on l'a vu. Puis il dit, pour moi, il dit Luc Jouret. On entendait parler, on voyait des écrits, on voyait des choses, mais là, à un moment donné, puis là, il y a une télévision où on voit Luc Jouret qui parle dans mon émission, au loin, puis tu as amené la caméra lentement vers le gars qui bouge, qui parle, qu'on reconnaît sa psychologie juste par ses gestes et tout. Ça, là, j'en ai eu un frisson. Je te regardais aller, je me disais, il y a du génie, ce gars-là. C'est gentil, mais hein? Moi, je dirais pas ça, mais c'est des bonnes... On avait un grand réalisateur au Québec qui s'appelait Jean-Claude Lard. Ouais. Qui est décédé il y a très peu de temps. Ouais. Puis on n'a à peu près pas entendu parler. Luc Montagnier, qui était un grand savant, qui était un ami intime de l'homéopathie, là, je précise pas trop, là, mais tout le monde comprend. Bon, la mémoire de l'eau et tout ça, il a travaillé avec Benveniste. Il est mort, là, il y a à peine quelques mois, là, 2-3 mois, pas plus. En France, il a gagné un prix Nobel pour avoir découvert le sida. Puis, on l'oublie, on n'en parle plus. En Italie, ils l'ont monté d'un nu parce qu'il a fait affaire avec des laboratoires italiens pour avoir la preuve de tout ça. J'en parlais avec toi là, dans mon entrevue que j'ai accordée pendant 2 heures. Alors, c'est de ça dont je vais revenir dans les émissions qui viennent la semaine prochaine, puis dans 2 semaines. Mais votre passage à l'émission va rester marquant parce que ça fait le pont entre un monde très officiel, j'allais dire très protégé, puis rester dans votre statut, c'est excellent. Le jour où vous allez aller ailleurs, là, il ne faudrait pas vous perdre parce que vous avez des compétences vraiment bonnes. Puis un beau duo, je suis content de vous avoir tous les deux en même temps. Ben merci beaucoup de votre intérêt, ça nous a fait plaisir. On s'en va vers quel monde? Le meilleur des mondes? Non, moi je dis qu'il y a affrontement. C'est un petit peu un camp où des forces s'affrontent, des forces noires, des forces blanches. Hein, c'est pas le bien et le mal. Les blancs diront que sont... Les noirs diront qu'ils sont blancs, puis... Tout à fait, ça fait rien, il y a un affrontement, et de toute façon, on ne peut pas empêcher le divin d'être, et il est normal que le divin affronte à un moment donné pour faire basculer ces forces du bon côté. Mais en attendant, ils pensent qu'ils vont toujours... ils gagnent un peu de temps, c'est tout. Mais ça n'ira pas plus loin. Le divin viendra et ça fera comme du temps de l'Atlantide, du temps du continent mu, où il y aura destruction et on passera à autre chose. Peut-être pas sur Terre, mais enfin, parce que la Terre est trop polluée, mais dans une autre dimension, au niveau des extraterrestres, par exemple. Ben, je suis ça, mais là, vous allez dans le même sens que l'ordre du Temple solaire, là, vers Sirius, là, oui. Croyez-vous. C'est les informations que j'ai reçues. Bon, ben, c'est ça, là. C'est qu'il y a tout ce côté qui semble farfelu aux gens cartésiens, rationnels, les 2 pieds sur terre, qui se disent, c'est quoi ça? L'ordre du Temple solaire, c'était un Luc Jouret dont la compétence en homéopathie ne fait aucun doute. Très compétent, très intelligent, beau bonhomme, capable d'amener les gens dans n'importe quel drame. Alors là, je dis... on a peur de se dire, est-ce qu'on peut suivre des gens qui sont des illuminés parce qu'ils ont la lumière, mais quelle lumière ils ont? Le ressenti, qu'est-ce que vous en faites? Moi, je dis à un scientifique, l'homme a un cerveau qui est un magnifique ordinateur. Mais parmi les ordinateurs, il y en a de première génération, 2e, 3e génération, il y en a qui sont beaucoup plus développés, beaucoup plus perfectibles que d'autres. Donc, il y en a qui... Performants. Il y en a qui peuvent capter de par leur conscience et de par leur élévation spirituelle et leur
ancienneté d'âme, des choses que d'autres ne peuvent pas avoir accès. C'est pas pour ça qu'ils ont tort ou raison les uns ou les autres, parce qu'effectivement, il peut y avoir, à un moment donné, si la personne n'est pas en harmonie, distorsion de la vérité. Mais si un jour ce n'est pas bon et que le lendemain, effectivement, on arrive à... Parce qu'on a quand même des preuves. Hein. Moi, je le dis, dans tout ce que j'ai vécu, j'ai toujours eu des preuves de ce que j'avançais. Donc, quand en 88, j'ai dit 95, l'heure choisie par Dieu pour rappeler l'humanité, on voit bien ce qui se passe actuellement. On arrive en 95 et il y a une remise en question de chacun. Où on sera d'un côté, où on sera de l'autre, mais bon, c'est un rappel. Hein. Êtes-vous optimiste quant à l'avenir? Oh, moi, le divin fait son travail, j'exécute le mien, et à partir de ce moment-là, il se passera ce qui se passera. Vous savez, le divin, pour moi, c'est un soleil avec des flammes et puis des rayons. Il y en a qui vont retourner au soleil, c'est-à-dire consciemment au divin. Il y en a qui vont faire partie des flammes, c'est-à-dire un peu plus éloignées de la source. Puis il y en a d'autres qui vont aller dans les rayons, c'est-à-dire à l'état inconscient, mais retour au divin quand même. En fait, pour moi, c'est ça. Il n'y a jamais rien qui se perd et tout retourne à la source. Bien, voilà pour cette émission qui tente de lever le brouillard un peu sur la situation actuelle dans le monde, avec un générique qui remonte à 1995. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver dans le Club Créé. À bientôt. Bonne semaine.